Dernière vidéo de cette série sur le Commodore 64. Je vais faire afficher du texte sur ce vieil affichage à 7 segments LED. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Voici la 12e et dernière vidéo de cette série de remise en marche du matériel Commodore 64. Vous pouvez visionner les autres vidéos de la série en suivant le lien fourni dans la description ci-dessous. Pendant les 11 premières vidéos, j'ai testé et réparé du matériel Commodore 64 que j'ai reçu de Michel Langlois, un radioamateur québécois. Merci beaucoup Michel d'avoir pensé à moi pour cette série de vidéos. C'est bien beau toute cette série de vidéos, mais je n'aurais pas l'impression d'avoir couvert tout le Commodore 64 si je n'écrivais pas au moins un programme, un seul programme de BASIC, un vrai programme, pas juste 2 lignes de code qui affichent électro-bidouilleur super. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui, et comme je suis un gars avant tout d'électronique, de matériel, je veux contrôler du matériel externe avec un programme BASIC. J'ai donc choisi de rester dans le vintage de la même époque et de connecter ce vieil affichage du début des années 80. Vous l'avez vu dans une vidéo précédente, cet affichage, je l'ai fait refonctionner. Le connecter au Commodore 64 via un des connecteurs disponibles à l'arrière de l'ordi. Allons-y sans tarder avec l'explication des branchements. Alors débutons par identifier comment on va connecter notre plaquette à affichage sur le Commodore 64. Alors, la meilleure façon, il y en aurait probablement plus qu'une, mais la meilleure façon, c'est d'utiliser le port usager. En anglais, il l'appelle le User Port. Alors, c'est le meilleur port à utiliser. Pourquoi? Il y a toutes sortes de signaux disponibles sur ce port. Si on veut, on peut prendre de l'alimentation jusqu'à 100 mA. Ça va dépasser un petit peu nous. Nous, on est plus dans le 3 à 400 là, avec les LED, si vous vous rappelez bien de la vidéo précédente. Là. Mais il est disponible si on veut faire des petits montages. Il y a aussi évidemment une connexion à la masse. Il y a une broche de reset, donc d'initialisation. Ça peut toujours être bien utile durant nos montages ou même lorsqu'on veut réinitialiser la machine sans être obligé d'éteindre et de rallumer. Bon, il y a différents autres signaux, dont un port série. Il y a aussi un signal pour générer une interruption sur le code logiciel. Il y a l'alimentation même 9 volts AC qui est disponible ici si on veut la redresser puis faire notre propre bloc d'alimentation. Donc ça, c'est bien aussi. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le port B, de PB0 à PB7. Alors, c'est un bus de 8 bits qui est contrôlable par logiciel. Donc, on pourra l'adresser pour écrire, donc changer les niveaux des broches, les 8 broches qui sont ici, ou lire leur état. Bon, dans le cas présent, on n'aura rien à lire. On ne veut pas lire le statut nécessairement de ce qui arrive de la plaquette. Mais vous allez voir que parfois on veut lire pour changer juste un bit sans modifier les autres bits. Bon, quoi qu'il en soit, c'est le port B, PB, qu'on va utiliser. Et bon, vous voyez le brochage du connecteur à l'arrière du Commodore 64. Ce sont donc les signaux A et C et D. On va utiliser là, PB0 et PB1. Et bien sûr, on veut connecter la masse. Et de façon schématisée, voici les branchements. J'ai ma plaquette ici que j'ai simplement dessinée là, avec 12 affichages. En réalité, c'est la grande plaquette avec même les boutons rotatifs. J'aurai donc 2 signaux, data et clock, donc données et horloge. C'est les 2 seuls signaux que j'ai besoin de faire bouger pour envoyer les données à l'affichage. En plus, je viendrai avec une alimentation externe pour la plaquette séparée du Commodore 64. Je ne me prendrai pas sur le 5 volts fourni sur le port usager. Pas suffisamment de courant. Par contre, on connecte la mise à la masse ensemble et le bloc d'alimentation aussi. Alors, tout ça, c'est de la logique 5 volts. Le Commodore 64, la date des années 80, ce sont des niveaux 0 et 5 volts, des niveaux TTL classiques. Notre plaquette aussi est niveau TTL classique. Donc, on connecte directement et ça devrait très bien fonctionner.
Maintenant, le code source en BASIC lui-même. J'ai passé 4 heures pour écrire cette page unique de code source BASIC. Il faut comprendre que ça remonte à au moins 30 ans depuis mes derniers travaux en BASIC, puis 35 ans même pour le BASIC de Commodore 64 ou en fait VIC-20, là, celui que j'avais fait. Et donc, il a fallu que je réapprenne les différentes commandes. Je connaissais bien sûr le principe du BASIC, mais la syntaxe des commandes, je l'avais complètement oublié. Et donc, je me suis tapé le manuel du programmeur pour pouvoir arriver à écrire quelque chose à partir du début. Et j'ai réalisé aussi que le Commodore BASIC n'était pas très évolué. Il n'y a pas beaucoup de commandes. Il n'y a pas beaucoup de commandes, en fait, pour jouer au niveau des bits individuels. C'est difficile. On ne peut pas non plus décaler un registre d'une position vers la gauche, une position vers la droite au niveau des bits. Faut vraiment faire des techniques contournées pour y arriver. Il n'y a rien non plus sur le travail d'un octet, seulement un octet. Il faut travailler en mode integer et c'est 16 bits. C'est la donnée la plus courte qu'on peut utiliser. Sinon, c'est des caractères. Mais de travailler avec des caractères pour économiser un peu de mémoire, ça devient un peu ardu. Bon, quoi qu'il en soit, le code est tellement petit, on a quand même 38 000 octets de disponibles. Ce n'est pas la mémoire vive qui va manquer ici. Mais ça aurait été bien qu'il y ait des fonctions et de la réservation de mémoire, de variables, seulement un octet. Bon, quoi qu'il en soit, ça fonctionne quand même. Alors, il y a effectivement des limitations dans le code BASIC. J'ai essentiellement copié du texte que j'avais mis dans mon exemple en C pour l'Arduino. J'avais défini des caractères qui vont défiler à l'écran. C'est un peu le même principe que j'ai fait ici. J'ai transféré ces données dans mon code BASIC. Il y a donc 12 caractères que je vais afficher. Au total, il y a 12 data. Et ce sont des bits représentant des affichages, donc des segments allumés ou éteints. Lorsqu'ils sont allumés, c'est que c'est un 0. Lorsqu'ils sont éteints, c'est un 1. Et si vous convertissez les 0 et les 1 pour les caractères que je veux écrire sur les affichages 7 segments, vous obtenez ces octets qui représentent des 0 et des 1, donc des segments allumés et éteints. Et c'est ça qui va se défiler à l'écran. Alors, j'ai défini mon texte d'abord. Ce sont des constantes, autrement dit. Et il y a 12 caractères. Je l'écris dans une variable qu'il y a 12 caractères. Question de faire des boucles qui n'iront pas plus loin que 12. Alors, par la suite, je configure le port B, le fameux user port, le port usager, en mettant les deux broches, PB0, PB1, en sortie. C'est pour ça que j'écris 3. C'est 1 plus 2, la valeur des bits. Là. Au total, ça fait 3. Donc, j'ai mis en sortie les bits B0 et B1. Bon, j'ai créé d'autres variables, comme la variable bit. Le pourcentage veut dire que c'est un integer, donc c'est 16 bits. Okay? Ce n'est pas un calcul flottant. Ce n'est pas non plus des caractères, une chaîne de caractères. Donc, ça définit la variable bt comme étant de 16 bits fixe, pas de point flottant. Et ps aussi, ce sont des variables que je me sers un petit peu plus tard dans le code. Par la suite, je fais un saut, parce qu'il y a une fonction qu'on va toujours répéter, c'est pour changer la valeur d'un bit sur le port de sortie, soit PB0, PB1. C'est justement cette fonction. GoSub, c'est un saut, puis lorsque c'est terminé avec un return, il revient là pour exécuter la suite du code. OK? Alors, c'est comme une sous-fonction, si vous voulez, qui est exécutée. Comme je vais exécuter cette fonction à multiples reprises pour chaque nouveau bit que j'écris, ça valait la peine vraiment de la regrouper ensemble dans le bas. Alors, je lis les 12 valeurs, une après l'autre, dans une boucle qui part de 1 à 12, puisque le nombre NB, ça vaut 12. Donc, je vais aller lire les 12 caractères avec la commande read ici. Et la valeur lue des données va aller dans DG. DG pour digit en anglais. J'ai tendance à travailler en anglais, vous me pardonnerez. Alors ça, c'est bit, ça c'est position, la position du bit. Est-ce que c'est clock ou c'est data, les deux bits sur le port? Alors 0, c'est la position clock et 1, c'est la position donnée. J'ai assigné les deux broches comme ça. Alors lorsque je mets PS à 0, je vais faire basculer la broche
PB0. Et quand je mets la valeur à 1, je fais basculer la broche de données, là, PB1. Alors, tout simplement, dans une boucle, je vais de 1 à 12 et 0 à 7, puisqu'il y a 8 segments. Sur chaque affichage, il y a 7 segments de chiffres plus un point. Donc, ça fait 8 segments. Donc, pour chaque chiffre que je vais afficher, je vais donc envoyer 8 bits en série les uns après les autres. Encore une fois, rappelez-vous à la vidéo, il faut envoyer les bits de données, un à la suite de l'autre, et à chaque bit qu'on soumet, on met un front montant et on redescend. Donc, on envoie une impulsion, ce qui verrouille la donnée dans le registre là, de la plaquette à affichage, le premier registre de toute la chaîne. Alors, c'est ça que je fais ici. J'envoie essentiellement chaque bit en décomposant la donnée que j'avais ici en chacun de ces bits avec un masque ici. Donc, le poids de 1, 2, 4, 8, 16, 32 et ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça que je réussis à isoler chaque bit. C'est du masquage. C'est une vieille technique qu'on utilise depuis toujours, mais c'est plus compliqué avec le BASIC qu'en assembleur, par exemple. OK? Croyez-le ou non. Alors, c'est comme ça que je fonctionne. Je mets un bit. J'appelle la fonction pour changer l'état du bit. Ensuite, j'envoie un coup d'horloge. Donc, je mets le bit à 1. Ça va être l'horloge. J'appelle la fonction pour mettre le bit d'horloge à 1. Je remets à 0. J'envoie encore une fois, j'appelle la fonction pour remettre le bit à 0. Et là, j'incrémente ma boucle de 0 à 8 et de 0 à 12, 1 à 12, pardon. Et donc, il y aura, devinez, 96 impulsions qui sont envoyées et 96 coups d'horloge. Donc, 96 états de données, 96 coups d'horloge. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne. Et par la suite, tout s'arrête là. Bien sûr, le fameux GoSub ligne 500, bien, si on va à la ligne 500, il y a un commentaire. Ça dit que c'est une fonction qui change un bit sur le bus B. Okay? Alors, il n'y a rien, il n'y a pas de commande basic, sauf que on peut mettre des commentaires si on veut. C'est ce que j'ai fait à la ligne 500. À la ligne 510, c'est là que ça se passe. Peek, ça veut dire lire un registre. Et poke, ça veut dire écrire un registre. Et c'est ce que j'ai fait ici. Je lis d'abord le bus B à l'adresse 56577. C'est écrit dans le guide de programmation. C'est quoi l'adresse du port B? Et c'est ce que je fais ici. L'adresse 56577. Je lis sa valeur, je la mets dans la variable le bus B. Et par la suite, je fais des travaux pour ne changer que les deux bits en question, PB0, PB1, pas les autres bits. On ne sait pas ce qu'il y a sur les autres bits. Peut-être que dans mon programme plus complexe que celui-ci, j'aurai autre chose sur les autres bits. Alors, je ne fais que changer les deux bits, PB0, PB1, sans modifier les autres bits du bus B. Mais pour faire cela, il faut le lire une fois, il faut modifier les deux bits, il faut réécrire la valeur. C'est essentiellement ça que je fais ici, à le travail de lecture et d'écriture. OK? Je ne rentrerai pas trop tôt dans les détails, là, mais c'est comme ça que ça se fait. Vous pourrez lire si vous voulez. Là. Il y a peut-être d'autres façons de le faire, mais j'ai fouillé beaucoup sur les forums et je n'ai pas trouvé d'autres façons. OK, maintenant, ce que j'ai écrit ici, c'est du BASIC qui est propre. Propre à vos yeux et propre aux miens. Donc, beau, avec des beaux espacements laissés entre chaque caractère. Ce n'est définitivement pas une façon optimisée au niveau de la mémoire et même optimisée au niveau de la rapidité d'exécuter la tâche, de mettre l'affichage à jour. Mais on va l'exécuter ce code, on va regarder le résultat si c'est satisfaisant ou pas. Alors, allons-y avec l'essai. J'ai déjà chargé en mémoire le programme que j'ai écrit à partir de l'unité de disquette 1541. Donc, l'affichage est alimenté. Comme vous voyez, j'ai utilisé une plaquette sans soudure pour faire les interconnexions entre ma plaquette PCB à LED là, et le Commodore 64 lui-même. Et j'ai mis sous tension l'alimentation plus 5 volts. Et donc, évidemment, comme on l'a vu dans la vidéo de cette plaquette, ça s'allume un peu au hasard. Alors, je vais lancer le programme et on va voir l'affichage qui va se mettre à jour en commençant ici en bas à droite et ça va se cascader ou si vous voulez se dérouler, se décaler jusqu'à ce que
la réponse finale, le mot final soit écrit sur tous les affichages. Alors, je lance le programme tout simplement, la commande Run, et c'est parti. Retenez pas votre souffle. Très, très lent. Et voilà, terminé. Le message que je voulais afficher, c'est bidouilleur. D'accord? Vous avez vu que c'est extrêmement lent. Il ne fallait pas retenir son souffle. C'est c'est ça, un Commodore 64 qui roule à quoi? Environ 1 MHz, horloge interne, et qui interprète du BASIC. Alors, c'est extrêmement lent si on compare aux résultats qu'on avait avec l'Arduino, par exemple. En langage compilé C, là, il n'y a pas de comparaison, c'est extrêmement lent. Bon, il y a moyen de faire un peu mieux. Et c'est là qu'on va regarder un exercice d'optimisation du code source. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour tenter d'augmenter la rapidité? J'ai digéré tout le code source pour arriver à quelque chose qui, on l'espère, sera plus rapide. J'ai travaillé surtout dans les 2 boucles à l'intérieur. C'est ça qui tourne en rond et qui est lent. Les données au départ, le data, là, ce n'est pas en soi là, critique de la façon que c'est saisi. Mais de la façon que les boucles sont exécutées, là, c'est plus critique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner du temps? On a vu que ça prenait plus de 20 secondes, le premier essai. On peut d'abord éliminer le go-sub, donc le saut qu'on faisait vers une fonction, et prendre la fonction et la rentrer directement au bon endroit en simplifiant le plus possible le code source. Et c'est ce que j'ai fait ici. Ceci dit, pour arriver à ne pas appeler cette fonction-là et donc rouler seulement, prendre la fonction et la mettre dans la boucle, il a fallu que je sacrifie le fait que je ne modifiais pas les autres bits du bus B. Là, je vais écrire directement sur les 2 bits. Et sur les autres bits, ça va être des zéros qui vont être écrits, les autres bits sur le bus. C'est le prix à payer pour ne pas faire les histoires de masques, pour ensuite tasser, masquer les bits qu'on veut changer, puis là, réécrire la valeur, faire une lecture avant de réécrire la nouvelle valeur. Tout ça, ça j'ai éliminé cette partie-là. Je ne fais qu'écrire sur les 2 bits PB0, PB1. D'accord? Alors, je sauve évidemment du temps en faisant ça. Par contre, je sacrifie les autres bits. Le prix à payer. Donc, plus de fonctions appelées GoSub, directement intégrées. Plus de préservation des autres bits sur le bus B. Il n'y a plus de commentaires non plus dans le code. Okay? Des fameux REM, là, je les ai enlevés. Parce que ça aussi, ça mange du temps de processeur. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai évité des divisions complexes. Je n'ai qu'une division par 2, ce qui est l'équivalent de tasser. Le code doit certainement interpréter ça comme de tasser les bits de 1 au niveau de l'assembleur. C'est parce que c'est ça que c'est. Un masquage simple. Une autre chose que j'ai faite, c'est de coller tous les caractères. Le Commodore Basic, les espaces qu'on ajoute pour que ça soit beau et lisible, pas nécessaire. L'interpréteur comprend très bien lorsqu'on colle read DG%, for i égale 1 to NB%. Au lieu de mettre des espaces là, pour faire des vrais beaux mots, là, on colle tout. L'interpréteur, à peu d'exceptions près, comprend très bien. Alors j'ai tout collé parce que les espaces, c'est du temps additionnel qui est pris par le processeur pour digérer ou interpréter le code basic, si vous voulez. Alors, vous me direz que c'est des graines, peut-être, mais si vous enlevez tous les espaces, ça fait un impact, définitivement. Et finalement, une autre chose que j'ai faite, j'ai mis plus d'une commande dans la même ligne. Vous voyez la ligne 11, là, elle se prolonge sur l'autre ligne, mais c'est encore la ligne 11. Le fait de mettre plus d'une commande sur une même ligne sauve du temps. L'interpréteur réagit plus rapidement
pour interpréter les commandes lorsqu'elles sont sur une même ligne, croyez-le ou non. C'est toutes des petites choses, des petits détails que j'ai trouvés sur certains sites web qui décrivent quoi faire pour optimiser son code. Alors ça, c'est un exemple et ce sont des 2 points pour séparer les commandes. Donc, toutes ces choses que j'ai faites pour économiser le plus de temps possible dans la boucle, les 2 boucles for qui sont imbriquées l'une dans l'autre, ben, on va voir quel résultat ça va donner comme économie de temps. Alors, nous voici avec l'essai, avec le code source optimisé, là, le mieux qu'on pouvait faire. Et on va voir s'il y a une grosse différence. Le premier essai, c'était 20 secondes, ou environ, là. Regardons à quelle vitesse cet essai va se produire. Je ne m'attends pas à une vitesse miracle. Je ne crois pas que ça va s'approcher de l'Arduino, mais voyons voir. C'est parti. Oh, c'est pas mal plus vite quand même. Il faut lui donner ça. OK, alors on a quoi? Alors un peu plus de 5 secondes, ce qui est, ma foi, presque 4 fois mieux. Donc c'est beaucoup mieux, mais ce n'est quand même pas utilisable sur un système où on voudrait afficher des caractères, même des chiffres, tout ça. On n'a pas de temps à attendre pour la mise à jour des caractères. Ce n'est pas acceptable. Là. Parce qu'il faut savoir qu'à la vitesse où ça roule, si on veut, par exemple, décaler ce texte d'une case, ben, on va perdre les lettres le temps que les 8 impulsions soient envoyées et que les caractères, à nouveau, s'affichent. Parce que c'est un petit peu ce qu'on voyait, là. Lorsque je roule le programme, à tous les 8 impulsions, vous êtes capable d'avoir bidouilleur qui s'en vient ici, qui finalement se stabilise. Mais ça va tellement vite qu'on n'est pas capable de voir. Et si je mets une pause, oui, on va voir les caractères, mais ça va être beaucoup plus lent. J'ai justement ajouté une pause, une boucle qui tourne sur elle-même, et on va voir si c'est plus utilisable. Alors voilà, on est capable d'avoir les caractères ici qui s'avancent, bidouilleur, mais ce n'est pas utilisable. Voulez-vous avoir un affichage qui clignote comme ça lorsque vous voulez écrire quelque chose? Je crois pas. Ceci dit, je suis pas mal certain que si j'écrivais du code source en assembleur Commodore 64 plutôt qu'en BASIC, que le résultat serait beaucoup plus convaincant. Tout simplement parce que l'interprétation du code BASIC est lente sur le Commodore 64, alors que des instructions machines, si on roule à 1 MHz, c'est certain qu'on aurait des très bons résultats. Peut-être on verrait quelques des glitches comme on appelle, là, des petits clignotements, là, mais encore là, je crois que ça serait assez bon avec de l'assembleur. Alors, qu'est-ce qu'on conclut de cet exercice? Bien, que la grande majorité des programmes vendus pour cet ordinateur étaient écrits en langage assembleur ou assemblé, pas en BASIC. Beaucoup trop lent pour des tâches qui doivent être exécutées très rapidement. J'aurais pu intégrer du code source assembleur dans le code BASIC. C'est possible avec le Commodore 64. Les 2 boucles auraient été l'endroit idéal pour cela. Mais à ce moment-ci, je ne me lancerai pas dans l'assembleur de Commodore 64, d'autant que je n'ai pas l'intention de l'utiliser, cet affichage à LED, sur le Commodore 64 dans le futur. J'aurais à réapprendre l'assembleur du processeur 6502, identique à celui du 6510 du Commodore 64, car je l'ai utilisé en 1988 dans le cadre de mes études en génie électrique, mais jamais depuis. C'est donc réapprendre à zéro. Oh, j'interromps la programmation en cours pour vous dire que oui, je vais faire du code assembleur sur le Commodore 64. Je suis trop curieux pour ne pas le faire, même si ça nécessite quand même plusieurs heures de travail de ma part. Alors, demeure à l'écoute de la chaîne pour cette vidéo Bonnie. Ce sera un Bonnie sur la série de vidéos Commodore 64. Alors, nous retournons à la programmation en cours. Il y a une question qui m'a été posée dans les commentaires sous une des vidéos de la série. Comment fais-tu pour créer des disquettes compatibles au Commodore 64
à partir de fichiers de programme de format D64 disponibles partout sur le web. C'est bien sûr des fichiers de programme Commodore 64. Ben oui, c'était une des embûches que j'avais frappées initialement, n'ayant pas reçu de disquette de programme avec le matériel de Commodore 64. Eh bien, j'ai découvert OpenCBM, une série de commandes permettant de contrôler l'unité disquette 1541 à partir d'un ordinateur PC roulant sur Linux via son port parallèle, le bon vieux port d'imprimante. Et oui, je possède toujours un ordi qui offre un port parallèle à l'arrière. Je le conserve celui-là, croyez-moi. Je me suis fabriqué un câble d'interface entre port parallèle du PC et l'unité disquette 1541. C'est un câble assez simple avec quelques diodes à l'intérieur et sans plus. Le logiciel OpenCBM est loin d'être intuitif et il doit être recompilé à chaque fois que le kernel de Linux est mis à jour. Donc, potentiellement à toutes les quelques semaines. Mais une fois qu'on a compris comment le tout fonctionne et qu'on réussit à compiler le programme, on trouve ce logiciel merveilleux. Pensez-y, on contrôle une unité de disque 1541 à partir d'un PC moderne. On peut utiliser des disquettes 5 pouces et quart de PC, mais elles doivent être de type Double Side Double Density, DSDD, donc double face, double densité. On ne peut pas utiliser les disquettes plus modernes, les double faces haute densité, les HD. Impossible de les formater sur l'unité de disquette 1541, même si on masque les trous, on essaie de la modifier, etc. Ça n'a pas fonctionné de mon côté. Si vous êtes curieux au sujet d'OpenCBM, visitez le lien que je fournis dans la description ci-dessous. Bien, voilà. Cet exercice met fin à la série de vidéos de redémarrage de matériel Commodore 64. J'espère vous avoir bien diverti et peut-être même vous avoir donné des petits trucs, des petites astuces pour le déverminage. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. Je vais définitivement conserver un Commodore 64 ainsi qu'une unité de disquette 1541. Je ne ferai pas la même erreur qu'avec l'unité de mon beau-père il y a 20 ans. Et je vais m'assurer que le reste du matériel serve à d'autres. Demeurez à l'écoute de ma chaîne Électro-Bidouilleur pour des vidéos sur bien d'autres sujets touchant l'électronique moderne et aussi, comme vous l'avez vu, l'électronique vintage. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup de votre patience et de votre assiduité. Merci de votre soutien. À la prochaine!